Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, c'est bien simple. Ce soir, nous donnons la parole aux acteurs d'une autre forme de tourisme résumée en 2 mots qui connaît une vraie popularité, équitable et solidaire. Pour un tourisme en pleine conscience, différent, hors des sentiers battus, qui prend tout son sens car il remet au centre du voyage une notion essentielle, la rencontre avec l'autre. Vous savez, cet être humain pétri de sa culture et de son mode de vie, souvent beaucoup moins fou que le nôtre et qu'on appelait dans le tourisme à la papa l'autochtone ou le local. Aujourd'hui, celui qui subissait la venue incessante de visiteurs sans gêne devient aujourd'hui, grâce aux acteurs du tourisme équitable et solidaire, le partenaire d'un projet destiné à améliorer sa condition de vie et celle de sa communauté tout entière. En retour, le visiteur participe au plus près de sa vie dans une immersion joyeuse et un modèle économique partagé. Échange donc, respect, considération, voilà qui change toute la donne du voyage. Ainsi, en devenant les acteurs proactifs du tourisme qu'ils souhaitent équitable, les habitants de petites communautés du monde entier et même de France offrent aux visiteurs, après la surprise du dépaysement paysager, des moments d'une humanité retrouvée. Alors, quelles expériences de voyage trouve-t-on au pays du tourisme équitable et solidaire? Est-ce que ça coûte cher ou pas? Doit-on faire l'impasse sur le confort ou pas? Est-on sûr de voir son argent profiter à la communauté? Quelles sont les destinations en plein essor? Réponse dans la France à découvrir tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour répondre à toutes ces questions, Coralie Marty est avec nous. C'est la directrice de l'ATES. C'est une association pour le tourisme équitable et solidaire qui existe depuis 2006. Bonsoir Coralie. Bonsoir Christophe. Vous êtes bien là, vous êtes bien assis, tout va bien? Ça se passe bien? Tout va bien, merci Parfait. beaucoup pour cette invitation. Ben, je vous en prie. Et vous venez spécialement de cette belle ville de Montpellier. Tout à fait, alors l'ATES est à Paris. L'ATES est à Paris. Et puis, mais vous avez le luxe de voilà, faire l'aller-retour Paris-Montpellier quand vous voulez. Voilà, et puis les membres de l'ATES sont répartis dans toute la France et même dans plusieurs pays à travers le monde. Et donc, on a l'habitude de beaucoup voyager. Approchez-vous un petit peu du micro et je vais présenter Mélanie Jeunesse, qui est coordinatrice voyage à l'agence Terre des Andes, les Nouvelles Terres, qui, elle, est basée à Toulouse à titre personnel, mais l'agence, elle est à Montpellier. Oui, bonjour à tous, oui. Effectivement, l'agence est à Montpellier. Exactement, et moi je vis à Toulouse. D'accord, c'est une agence qui est depuis 2010 labellisée Tourisme Équitable et qui s'occupe plus précisément du Pérou, de l'Amérique du Sud, de Bali, de Tanzanie, de Costa Rica et peut-être bientôt des Galapagos. C'est bien ça? Tout à fait, nous faisons voyager 600 personnes environ par an, chaque année, et nous faisons voyager des familles, des couples, des groupes d'amis, des voyageurs solos et même parfois des comités d'entreprise. Alors, Coralie Marty, directrice de l'ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire, pouvez-vous donner à nos auditeurs une définition simple et précise de ce qu'est le tourisme équitable et solidaire? Déjà, Christophe, je dois vous remercier pour votre introduction parce que vous avez donné une définition. C'est vrai que les gens pleurent après. Oui. Ouais, ou alors on la grave dans le marbre et on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Alors nous, on n'essaie pas de faire pleurer les gens, mais en tout cas de leur donner beaucoup d'émotions à travers leur voyage. Le tourisme équitable, en fait, il part du constat qu'avec la croissance du tourisme au niveau mondial, les inégalités se creusent. Le tourisme a tendance à profiter toujours au même. Et au gros groupe, en gros, au gros groupe de tourisme, agents de voyage, quoi. Voilà, qui ont les moyens, en tout cas, d'investir localement. Tout à fait, et pas souvent aux populations qui, elles, parfois subissent en fait les touristes qui viennent chez eux. Et donc, effectivement, l'idée du tourisme équitable et solidaire, c'est de redonner le pouvoir aux habitants, de les faire participer pleinement à l'activité touristique, de décider ce qu'ils ont envie de montrer aux touristes. Ils sont vraiment associés au projet. Oui, alors tout à fait. Donc nous, on est une association qui regroupe des tours opérateurs, donc des agences de voyage. Combien vous avez d'agences? On a une quinzaine d'agences de voyage qui sont labellisées. D'accord. Sur environ 30 membres de notre association qui peuvent être des acteurs de tourisme très différents. Et on les reconnaît facilement parce qu'il y a le petit label. C'est ça, le label tourisme équitable qui garantit la charte. Le respect de la charte du tourisme équitable, donc le respect à la fois, comme vous l'avez bien dit, des populations, la participation des partenaires dans les destinations aux projets touristiques. Et donc on travaille beaucoup avec des habitants, avec des chambres d'hôtes, en particulier avec des organisations dans des villages. Ça fait combien de destinations dans le monde? Ça fait à peu près une cinquantaine de pays. Y compris la France d'ailleurs. Oui, c'est bien, on va en parler. Plus en plus. Occitanie, Bretagne surtout.
Alors oui, c'est les 2 régions dans lesquelles, pour le moment, on a le plus de voyages qui sont proposés, mais ça se développe aussi dans d'autres régions, notamment dans les Alpes. D'accord. Alors le tourisme équitable et solidaire, c'est de faire participer les populations. Est-ce que je suis sûr, moi, en tant que voyageur, que l'argent que je vais verser ira aux associations? Et comment je peux en être sûr? Tout est transparent. Oui, alors c'est une des caractéristiques du commerce équitable, c'est une parfaite transparence vis-à-vis du consommateur et qui sait exactement comment son argent sera dépensé. Donc nous, on est capable de dire pour chacun des opérateurs labellisés quel est le pourcentage qui va aller dans la destination pour les prestataires, quel est le pourcentage du prix du séjour qui va servir aux frais de fonctionnement de la structure en France. Et puis, on a également dans le cadre de ces séjours, une partie du prix qui est réservée à abonder un fonds de développement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez original, c'est qu'une partie du prix du séjour sert à développer des projets collectifs, et ce sont les habitants eux-mêmes, les partenaires dans les destinations, qui vont décider de l'utilisation de ces fonds. D'accord. Alors Mélanie Jeunesse, vous êtes sur le terrain. Racontez-nous ce que viennent vous demander les voyageurs qui poussent la porte de votre agence. Alors oui, on a plusieurs on a plusieurs profils de voyageurs. Nous pouvons avoir des familles, on peut avoir des groupes d'amis, des voyageurs solos ou bien des couples, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les personnes sont en recherche surtout de choses hors des sentiers battus et bien sûr, avant toute chose, la rencontre et les échanges avec les habitants. C'est vraiment ce que l'on met en avant dans nos séjours. Comme l'a dit Coralie, il y a un pourcentage de chacun de nos séjours, donc ça va entre 3 à 6% du coût de voyage hors du billet d'avion, qui sert à alimenter un fonds de développement. Ce fonds de développement, il est reversé directement aux communautés locales en ce qui nous concerne pour l'amélioration de leurs infrastructures, que ce soit au niveau du tourisme, donc pour accueillir des voyageurs, ou que ce soit pour eux personnellement, tout simplement. Le but, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins. Alors, donc voilà, c'est un peu tout ce que recherchent nos voyageurs. Donnez-nous des exemples concrets, Mélanie. Vous savez qu'on aime le concret dans ces émissions, de choses qui sont faites sur le terrain dans telle ou telle communauté. D'abord, juste une petite question avant. Oui. Quelles sont les destinations en plein essor? Alors, actuellement, les destinations en plein essor, nous avons Bali qui fonctionne énormément cette année. Grand classique, Bali. De l'Asie du Sud-Est. Tout à fait. C'est ça. La Colombie qui est en train de monter aussi pas mal en ce qui nous concerne. D'accord. Bali et Colombie, d'accord. Alors racontez-nous, sur le terrain, qu'est-ce qu'on vient aider? Une communauté, mais comment? Alors, en fait, nous déjà, on prépare la venue des voyageurs, c'est-à-dire que l'on fait des formations auprès des communautés. Les formations, concrètement, c'est quoi? Ça va être au niveau de l'hygiène, au niveau des aliments. Il va y avoir un chef, par exemple, un chef cuisinier qui va venir aider les communautés pour créer des petites recettes qui vont plaire aux touristes. On va aller faire les courses le matin au marché, on va choisir des ingrédients avec soin et on va préparer ces petites recettes-là. Ça va être aussi faire attention à mettre en avant l'artisanat que les communautés font, ça c'est très important. Donc dans les chambres par exemple qui reçoivent les voyageurs, on va mettre en place soit des tissus brodés, soit des choses comme de la poterie. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Et bien sûr, on va être très à l'écoute des communautés. On va tous se mettre autour d'une table avec les guides qui ont l'énorme avantage d'être trilingues. Ils parlent aussi bien espagnol que quechua, puisque c'est le cas sur les communautés péruviennes notamment, que français. Et là, on va tous se parler, se dire, bon ben voilà, comment ça se passe quand on accueille concrètement des voyageurs, quels sont éventuellement les freins d'un côté, les freins de l'autre, et on va essayer de tout mettre à plat. Rappelons que le quechua, c'est la langue qu'on parlait avant que les Espagnols arrivent. Donc, nous, on ne la comprend pas, cette langue. Heureusement, heureusement, on a des guides en permanence avec nous quand on part avec le tourisme équitable et solidaire, c'est ça? Exactement, c'est ça. À chaque fois que l'on va dans les communautés, on est accompagné. Des sites méconnus, on est toujours accompagné par les guides, toujours. Coralie Marty, directrice de la TES, on parlait tout à l'heure de la charte. Quels sont les points importants dans la charte qui garantissent que le tourisme sera équitable et solidaire?
Il y en a 50 déjà. Oui, alors... on va pas tous les faire, mais les plus importants. Oui, on a 50 critères, effectivement. Alors, en fait, on va regarder, en gros, trois choses. La première, c'est comment est fabriqué le produit touristique que l'on va vendre aux voyageurs. Et on va aller regarder dans quelle mesure il fait participer réellement les habitants, dans quelle mesure réellement les tour opérateurs se sont vraiment assis autour de la table d'une manière démocratique avec leurs partenaires pour construire le séjour, en veillant en fait à ce que ces séjours ils bénéficient au plus grand nombre, qu'ils soient réellement authentiques et qu'ils n'aient pas de conséquences négatives ni sur l'environnement ni sur le patrimoine. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on va aller observer, c'est la manière dont les opérateurs labellisés ont construit leur politique de partenariat dans les destinations. Nous, ce qu'on va aller privilégier, c'est le fait d'aller faire travailler avant tout des partenaires dont l'activité principale n'est pas forcément le tourisme. Ça peut être par exemple des paysans, des artisans. Et donc ça garantit aux visiteurs une expérience qui est vraiment authentique, absolument, puisque c'est une expérience qui est un petit peu exceptionnelle, à la fois pour le visiteur qui n'a pas l'habitude de se retrouver dans un pays étranger. Et pour l'accueillant. Et pour l'accueillant aussi. Et c'est ça qui fait qu'on a une expérience un petit peu hors du commun. Et alors le troisième critère qui est très important, c'est que les structures qui sont labellisées, elles font partie de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que ça peut être des associations, des coopératives ou des sociétés commerciales, mais qui ont pour but principal, pas de faire du profit, mais de reverser leurs bénéfices au service du projet qu'ils portent, donc le développement des territoires dans lesquels ils s'investissent et la rencontre entre les peuples. Donc ça, c'est vraiment 3 critères qu'on va aller regarder et c'est très très complet. Merci Coralie pour ces précisions. On marque une petite pause, on se retrouve dans Le Monde à découvrir dans un instant pour découvrir encore plus le tourisme équitable et solidaire. À tout de suite. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans Le Monde à découvrir consacré ce soir au tourisme équitable et solidaire. Une formidable façon de voyager, à mon avis, qui a le vent en poupe, puisqu'on fait des vraies rencontres humaines au sein de communautés et surtout on est plongé en immersion dans la culture du pays, dans la culture des gens et dans leur façon de vivre. Et ça, c'est passionnant. Et nous avons avec nous Coralie Marty, directrice de l'ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire depuis 2006. Que cette association existe. Et Mélanie Geneste, qui est avec nous aussi, coordinatrice de voyage à l'agence Terre des Andes, les Nouvelles Terres, qui est basée à Montpellier. Mais elle nous appelle de Toulouse, si vous avez vu cette émission depuis le début. C'est formidable. Coralie, juste un petit point. On fait souvent l'amalgame, en tout cas, il y a une confusion entre le tourisme équitable, solidaire, l'écotourisme, le tourisme humanitaire. C'est quoi les différences, en fait ? Le tourisme durable, c'est un peu du tourisme durable dans le tourisme équitable et solidaire. Alors tout à fait, on fait partie de la grande famille du tourisme durable. À l'intérieur, nous avons équitable et solidaire. Tout à fait. Alors, le tourisme équitable et solidaire, en fait, il va aller s'intéresser aux aspects, on va dire, plutôt sociaux et économiques du tourisme durable. Et un peu environnementaux aussi. Alors, dans notre label, on inclut bien sûr des éléments environnementaux, puisque bien entendu, tout est lié. Si on veut être durable, il faut prendre en compte toutes les dimensions. Mais effectivement, on a cette particularité d'aller s'intéresser à la participation des habitants ou à leur bien-être plutôt social et à comment la société peut être impactée par le tourisme. D'accord. Alors racontez-nous sur le terrain, Mélanie, parce que vous êtes une professionnelle du voyage, mais aussi une voyageuse vous-même à titre personnel, et vous êtes partie comme ça 9 mois, avec votre compagnon, en Argentine. Racontez-nous ce que vous avez découvert, ce que vous avez défriché, et peut-être ce que vous allez nous ramener comme souvenir de voyage. Oui, tout à fait. Alors, je suis partie 9 mois, pas uniquement en Argentine, surtout en Amérique latine, au niveau de l'Amérique du Sud. Alors, vous avez fait quoi comme pays ? 1 mois en Tanzanie. Alors, on a été en Colombie, en Équateur. Oui. Au Pérou, en Bolivie. Ah oui, 4. Et 2 mois et demi en Argentine. Pas mal. Puis après, la Tanzanie, on s'est dit, tiens, allez hop, on va en Afrique. On est jeune, on est fou. Exactement, toujours sur le même principe d'aller rencontrer, échanger avec les habitants. C'est comme ça que l'on voyage, c'est comme ça que l'on veut transmettre notre passion aussi à travers ce que l'on propose en termes de séjour. Donc du coup, nous sommes partis 9 mois au total. On a voulu rester le plus longtemps possible, autant que faire se peut, dans chacun des pays que l'on a traversés.
Nous avons rencontré beaucoup de personnes, nous avons aussi renforcé des projets que l'on avait déjà sur place et nous avons continué à co-construire tous nos voyages, tous nos séjours. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, en Colombie, on a été au carnaval de Barranquilla. On a vu que c'était tout à fait possible de le proposer aux voyageurs en fonction de ce qu'ils choisissent. On a rencontré aussi dans la Comuna 13 un quartier de Medellín donc qui est assez défavorisé, qui a été grandement touché dans son cœur social, économique et politique. Et là, on a rencontré un couple qui vit depuis des années là-bas. On a déjeuné avec eux. Voilà, ça fait partie des rencontres que l'on a faites. On a aussi, après, c'est des rencontres tout au long du voyage. On est aussi tombé en panne en plein milieu de la Patagonie. Ça, faut nous raconter. Tombé en panne avec la voiture, il n'y a pas un poste d'essence à des centaines de kilomètres, il n'y a rien. Absolument pas, il n'y a rien. On était en plein milieu de la péninsule Valdés, on était au milieu des pingouins, si vous voulez tout savoir. Alors, les pingouins je veux tout savoir, oui. Voilà. Et comment vous avez fait alors ? Le téléphone passait pas, évidemment ? Ah non, le téléphone passait pas, il n'était pas question de s'en remettre au téléphone. On a attendu que des voitures passent et au dernier moment, on a trouvé un peu comme l'équivalent des gardes-parcs en fait, qui rentraient chez eux au soir et qui devaient finalement nous ramener. Mais c'est vrai que ça a été une longue attente de 4 heures en plein milieu, en pleine incertitude. Ouais. Décrivez-nous le carnaval de Barranquilla pour nos auditeurs s'ils veulent connaître ce carnaval. C'est comment ? C'est très coloré, c'est musical, ça danse, c'est festif ? Alors, le carnaval de Barranquilla, il regroupe tout ce que la Colombie a de plus beau. C'est des couleurs, c'est effectivement des costumes majestueux, incroyables. C'est l'un des plus beaux carnavals du monde. C'est sur 3 jours, donc vraiment ça vaut le détour. C'est l'occasion aussi de rencontrer des Colombiens, puisque les Colombiens sont très attachés à leur carnaval de Barranquilla, qui viennent de tout le pays. Ça a été notre cas. On a rencontré nos amis désormais qui venaient de la région du Café, chez qui on a été, qui nous ont présenté leur famille. Donc voilà, c'est des beaux échanges à la clé. D'accord. Et comment sont les populations quand vous leur parlez de ce projet ? Est-ce qu'elles sont réceptives ? Elles se disent « Ah, pourquoi ?» Ou au contraire, elles sont un peu réticentes et il faut les décider ? Tout à fait. Alors après, on a plusieurs niveaux de rencontres. Bien sûr, il y a les rencontres, comme je vous dis, qu'on fait de façon un peu spontanée, un peu comme on ferait chez nous, dans la rue, avec qui on parle. Et là, de toute façon, le contact se fait et la magie opère, entre guillemets. Et puis, il y a les rencontres que l'on va chercher, des rencontres que les guides, que les communautés, que les guides connaissent. Ça, c'est très important. On s'appuie énormément sur la connaissance terrain de nos guides qui connaissent par cœur leur région. Mais au-delà d'une simple connaissance de la région, c'est vraiment tout le microcosme politique de leur pays qu'ils connaissent, donc ils savent, ils ont les clés en fait, ils ont les clés et c'est avec eux que l'on va exactement main dans la main rencontrer les communautés. Coralie Marty, directrice de la TES, comment l'association finance les projets et quels projets ? Projets éducatifs, projets, je ne sais pas, de fourniture de matériel, de creuser des puits, c'est quoi les projets en gros ? Alors Christophe, déjà, je voudrais faire peut-être un petit distinguo, parce que tout à l'heure, vous avez parlé tourisme durable, écotourisme, tourisme humanitaire, etc. Vous voulez revenir là-dessus ? Oui, je voudrais bien revenir là-dessus, parce que ça correspond à votre question. Pour être très clair, le tourisme équitable et solidaire, ce n'est pas du tourisme humanitaire. Non. Pour nous, d'ailleurs, cette expression ne devrait pas exister, parce que le tourisme, c'est une chose tout à fait différente de l'humanitaire. Dans l'humanitaire, il y a des métiers, il y a des vraies compétences. Et donc, le but du tourisme équitable et solidaire, ce n'est pas de venir aider les populations. Pour un touriste, c'est d'être accueilli, de profiter de l'hospitalité, de pouvoir vivre un moment d'échange, peut-être de pouvoir participer à certaines activités de la communauté, mais ça va être à chaque fois en mode découverte. Donc par exemple, le fait de pouvoir aller jardiner à Madagascar, à Antsirabe par exemple, avec la famille qui nous accueille. Apprendre la recette du thieboudienne ce type de choses, voilà, et ça c'est des choses qu'on peut réellement proposer, donc ça va mettre la main à la pâte, ne pas être passif, mais il ne s'agit pas de venir aider les populations. Il ne s'agit pas non plus de prendre la place de quelqu'un d'autre. Absolument, ce qui peut être aussi le souci dans le cadre des séjours dits de volontourisme, c'est qu'une partie des dérives, c'est que finalement on prive des gens d'un emploi local en venant être volontaire, en croyant bien faire, en allant dans ce pays-là. Nous, ce qu'on considère, c'est que le touriste, en revanche, il va contribuer à la vie économique de la communauté, et les voyages sont conçus de manière à ce que la retombée économique soit la plus grande possible. Par exemple,
exemple, quand on va être accueilli dans un village au Sénégal, les habitants se sont organisés de manière à ce que certaines familles vont accueillir les visiteurs parce qu'elles ont de la place chez eux, elles ont construit une chambre d'hôte, par exemple, et c'est d'autres familles qui vont cuisiner. Et comme ça, ils vont pouvoir se répartir la ressource économique de cette manière-là. Et on a aussi cette contribution donc au fameux fonds de développement. Et là, ce fonds de développement, les populations qui en bénéficient décident des types de projets auxquels elles veulent contribuer. Et vous contrôlez parfois que les fonds sont bien arrivés, parce qu'il y a souvent des problèmes de corruption, détournement de fonds dans quelques pays qu'on ne citera pas, mais ça peut arriver. Alors oui, tout à fait. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on travaille vraiment avec des opérateurs qui sont des artisans, qui sont des petits opérateurs. Mélanie l'a dit, il y a finalement des petits volumes de voyageurs que ces opérateurs font partir. Ils connaissent très très bien leurs partenaires, ils vont les voir plusieurs fois par an, et donc il y a un contrôle, une vraie traçabilité des fonds et une transparence. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle nous on existe, c'est pouvoir garantir cette transparence-là aux voyageurs. Et le voyageur peut vous demander, vous poser la question, on est bien sûr qu'ils ont été bien... Alors non seulement ils peuvent nous poser la question, mais ça fait partie vraiment de toutes les informations qu'on leur donne par défaut lors de la préparation du séjour, sur notre site internet, sur le site internet de nos structures membres. Tout ça est très très transparent. Très bien. Alors justement, en faisant appel au tourisme équitable et solidaire, le voyageur est sûr d'avoir ce qu'on appelle une sensibilisation ou une petite information avant, parce que quand il arrive dans le pays, au moins, il est au courant des us et coutumes. C'est bien ça, Mélanie? Donnez-nous des exemples, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, on propose des préparations au voyage, donc systématiquement avec tous nos voyageurs. C'est des petites réunions que l'on... C'est des gens qui vont partir en groupe déjà, donc ils se voient tous avant le départ. Alors, en fait, on le fait au téléphone, on le fait par téléphone. Soit ils partent en groupe, donc c'est ce qu'on appelle des individuels regroupés, soit après c'est des groupes qui se sont inscrits en tant que groupe, Et puis après on a aussi des couples, ça dépend en fait de chaque type de voyageurs. Avec les familles, généralement on aime bien être tous autour de la table et pouvoir discuter un peu, ça permet d'être déjà dans le voyage. Et effectivement, on va parler des aspects locaux, alors que ce soit au niveau des aspects de la destination ou que ce soit vraiment inhérent au séjour. On va parler notamment de l'aspect économique. Très concrètement, comment on fait pour retirer sur place? Est-ce que les distributeurs sont disponibles? Quel climat il fait? Quel vêtements on emporte? Des choses comme ça qui sont téléphone pas, c'est tout ça? Tout à fait. Quel opérateur on va voir, si on va avoir une carte SIM pour tout le séjour? Ça fait partie des choses que l'on aborde. Alors, par exemple, quand on va en Colombie, par exemple, est-ce qu'il faut une carte SIM? Ah oui, quand on va en Colombie, il faut une carte SIM. On a même des recommandations au niveau de l'opérateur. Il faut faire très attention d'ailleurs en Colombie au niveau de la carte SIM, et c'est mieux d'aller dans un opérateur officiel qui a pignon sur rue, comme on dit. D'accord. Ouais. Plein de petits conseils de voyage comme ça, pratiques pour éviter les désagréments. Tout à fait, exactement. C'est ce que l'on souhaite faire. C'est l'occasion d'échanger, de connaître davantage aussi nos voyageurs. Alors, moi personnellement, mais tous dans l'équipe, on est comme ça aussi. On aime avoir cette relation privilégiée avec nos voyageurs. La rencontre, elle se fait aussi à ce niveau-là, en fait. La rencontre, elle est un peu partout, finalement. Et nos voyageurs sont contents puisque il y en a qui reviennent d'une année sur l'autre. On a notre fan club, nos voyageurs que l'on adore. Des aficionados. Exactement, c'est ça. On va marquer une petite pause, on continue à parler de cet univers passionnant qu'est le tourisme équitable et solidaire. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans le monde à découvrir sur Sud Radio, consacré ce soir à cet univers passionnant, intéressant, engageant, qu'est le tourisme équitable et solidaire, avec une de ses représentantes, Coralie Marty, directrice de l'ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire, et Mélanie Geneste, coordinatrice voyage à l'agence Terre des Andes, les Nouvelles Terres. Alors, Coralie, on a beaucoup parlé de ce qui fait le charme et le plaisir de découvrir ce tourisme, cette forme de tourisme. Est-ce que du côté des agents de voyage qui obtiennent le label, est-ce qu'ils l'obtiennent pour la vie ou est-ce qu'on peut le retirer? Par exemple, si jamais on sent que ils ont un peu dérivé. Alors effectivement, on n'obtient pas le label pour la vie. On doit remettre sa candidature tous les 3 ans. Tous les 3 ans.
Et à chaque fois, il y a un contrôle. Il y a un contrôle, bien sûr, un contrôle qui est indépendant, c'est-à-dire c'est même pas nous, ce sont des auditeurs, nous l'ATES, ce sont des auditeurs spécialisés qui sont missionnés et qui travaillent à la fois à contrôler le tour opérateur en France, mais on envoie également des auditeurs dans certains pays pour vérifier comment se passent les activités sur place. D'accord, et les auditeurs reviennent. Alors oui, ils reviennent, mais alors, ce sont des auditeurs locaux qui connaissent bien le contexte local, qui parlent la langue locale et qui donc peuvent aller parler avec les communautés. Vous appuyez beaucoup sur un maillage local. Tout à fait. Pour le tourisme, c'est très important d'avoir des gens qui sont sur place, qui connaissent bien le tissu économique, social et culturel du pays. Et c'est là-dessus sur lequel vous appuyez. Absolument, et puis c'est pas le fait seulement de s'appuyer, c'est aussi le fait qu'on s'appuie sur des associations de personnes qui sont vraiment proactives dans leur destination pour développer le tourisme. Donc c'est vraiment l'initiative, elle provient d'acteurs du territoire qui ont envie d'accueillir des touristes. Alors 2 petites idées reçues sur le tourisme équitable et solidaire, c'est cher et on est logé de façon inconfortable. Vrai ou faux ? Alors faux, j'ai envie de dire. Alors du point de vue des prix, on a vraiment plein de gammes de prix, de gammes de confort. On a des séjours courts, des séjours longs, des séjours en France, des séjours dans des destinations très lointaines. Mais c'est pas parce que c'est équitable et solidaire et qu'on va aider les populations que c'est plus cher pour nous voyageurs. Alors non, pas du tout. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites d'ailleurs au fil des années pour comparer, alors bien sûr à itinéraires et prestations équivalentes, ce que pouvaient proposer les opérateurs du tourisme équitable avec des opérateurs classiques, et on ne voit pas de différence de prix. D'accord. Et une des raisons, parce que alors même qu'on fait des tout petits groupes, chez nous c'est moins de 12 personnes dans un groupe, et parfois même 8 à 6 personnes selon les opérateurs, donc c'est vraiment ça, c'est assez idéal, ça, 6 à 8. Voilà, c'est vraiment la garantie d'avoir une expérience un peu exceptionnelle. Donc on pourrait se dire, forcément, on a moins cet effet d'échelle, mais en fait on se rend compte que comme nos opérateurs, ce sont des opérateurs qui ne cherchent pas forcément à réaliser des profits, mais plutôt à atteindre un équilibre économique et à reverser un maximum dans la destination, finalement ils sont très compétitifs. D'accord. Donc, et pour les conforts ? Alors pour le niveau de confort, là aussi, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que parfois on n'est pas toujours dans un hamac au fin fond d'un village. Voilà, non, pas du tout. On a en fait plein de thématiques selon les pays, selon l'intérêt que peuvent avoir les voyageurs. Donc parfois, ça peut être des choses un petit peu aventurières, comme des treks à dos de chameau ou à pied en Ouzbékistan ou en Mauritanie, où là, ça va être plutôt des sportifs. Mais parfois, ça va être aussi des voyages plutôt initiatiques. C'est une offre que l'on a par exemple à Bali. On va avoir des voyages beaucoup plus de ressourcement, des voyages où on ne va pas forcément chercher à faire tout un itinéraire et à bouger beaucoup, mais au contraire passer beaucoup de temps dans une seule destination, voilà, pour bien connaître et donc là c'est forcément beaucoup plus reposant aussi. Donc c'est vraiment des voyages qu'on peut pratiquer à n'importe quel âge, en famille. Il y a également des séjours pour les jeunes, des colonies de vacances. J'ai vu ça, c'est drôlement bien. Parlez-nous-en 2-3 minutes de ça, c'est vachement bien. Oui, tout à fait. Alors c'est un de nos opérateurs labellisés qui s'appelle Grandir Aventure, qui travaille beaucoup notamment à Madagascar et qui conçoit des séjours pour des jeunes. Quel âge ? Alors 12-18 ans, et puis d'autres séjours aussi pour les jeunes adultes, entre 18 et 25 ans. Et eux, ils sont aussi sensibilisés aux valeurs du tourisme équitable et solidaire. Ils rencontrent les populations, ils partagent. Ah oui, tout à fait. Et puis, ils peuvent aussi rencontrer des jeunes de leur âge. Ouais. Donc ça fait vraiment partie d'une activité qu'on peut pratiquer à n'importe quel âge. Et on m'a raconté même que parfois, ils ne savaient pas où ils allaient. C'était une surprise. Et les parents non plus. Alors oui, ça c'est une des... Alors qu'est-ce que c'est que cette blague ? Alors c'est un petit peu rendez-vous en terre inconnue, pour paraphraser la célèbre émission. Effectivement, ce même opérateur Grandir Aventure a monté un type de voyage un petit peu surprise, dans lesquels les voyageurs et puis leurs parents aussi ne savent pas jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment d'arriver à l'aéroport où leurs enfants, leurs adolescents vont partir en voyage. On leur donne simplement des indications évidemment
sur le climat, pour qu'ils puissent préparer leurs valises, mais c'est une vraie surprise. D'accord. Et voilà, et donc ça montre aussi qu'il y a un très grand niveau de professionnalisme et de confiance, bien sûr, pour que des parents puissent laisser partir leurs enfants dans une destination inconnue, sachant que ça permet aussi de faire partir des personnes dans une destination qu'elles n'auraient peut-être pas choisie à la base, parce que c'est pas très connu ou parce qu'on peut avoir des a priori négatifs sur une destination, et donc c'est un gage aussi de vraie aventure et de vraie découverte. D'accord, mais on peut très bien aussi passer son temps dans un hôtel 2 ou 3 étoiles. On n'est pas forcément obligé d'habiter chez l'habitant ou dans la brousse. Alors le but, c'est d'être le plus en contact avec des habitants. Alors ça peut passer par le logement chez l'habitant, mais pas forcément. Ça peut être aussi passer du temps à faire un certain nombre d'activités. Et puis parfois, on est effectivement aussi logé dans des hôtels avec divers niveaux de confort. Mais à chaque fois, ce sont des hôtels qui sont gérés par la communauté locale et qui appartiennent à des locaux et pas à des investisseurs étrangers. Encore une fois, avec cet objectif d'un maximum de retombées économiques locales. Et donc on peut mener des activités très très différentes selon les lieux, et puis à chaque fois assez exceptionnelles. Par exemple au Kyrgyzstan ou en Ouzbékistan, ça peut être participer à cheval à la conduite du bétail, par exemple, chez des peuples qui sont nomades, qui vivent sous la yourte. Donc là on est vraiment complètement en immersion dans quelque chose de très très différent du quotidien de nos voyageurs. Parfois ça peut être des activités beaucoup plus simples, comme participer à la cuisine, participer au jardinage, parler également, et donc ça peut créer des anecdotes aussi très très différentes. Mélanie Jeunesse, quand vous avez des retours de voyageurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, la première chose qui leur ont plu et pour laquelle ils se sont emballés? Alors ils nous disent que c'est pour beaucoup, ils nous disent que c'est le voyage de leur vie, tout simplement parce que ils n'ont pas forcément auparavant voyagé avec cet aspect de rencontre et d'échange. Ça a changé leur vision du voyage totalement. Qu'est-ce qu'ils reviennent en tête avec des images de rencontres dans les communautés, des images de rencontres au jour le jour, dans les marchés, dans tout ce qu'ils font au quotidien. Ils ont cet aspect échange, partage qui leur tient désormais beaucoup plus à cœur, et au-delà de tout ça, il y a bien sûr les paysages que l'on propose de découvrir hors des sentiers battus, d'aller dans les principaux sites emblématiques des pays, toujours en dehors des foules de touristes. C'est des éléments qui ravissent nos voyageurs. Et on en est très contents. Est-il vrai qu'on peut se retrouver à pêcher sur un bateau à voile au milieu du lac Titicaca ? Oui, c'est tout à fait vrai. Dans nos petites communautés sur la péninsule de Capachica, effectivement, on part en bateau à voile, donc c'est un bateau local avec vraiment tout ce que l'on peut imaginer de la luminosité du lac Titicaca qui est exceptionnel. C'est un moment hors du temps. On pêche sur le lac Titicaca, mais aussi dans nos communautés, notamment dans la vallée sacrée, on participe à l'agriculture, à la récolte de pommes de terre, à l'élevage du cochon d'Inde, des choses comme ça qui sont effectivement des moments hors du temps où on participe réellement à la vie quotidienne des habitants. Et qu'est-ce que l'on fait du cochon d'Inde ? Alors le cochon d'Inde, soit on le mange directement, soit on le vend au marché pour l'usage des familles. Très bien. Dans vos souvenirs de voyage, que je rappelle, vous avez passé 9 mois dans un périple qui vous a mené vous êtes parti d'où ? Buenos Aires ? Alors non, on n'est pas parti de Buenos Aires, on est parti de Bogota. De Bogota jusqu'à Ushuaia ? Jusqu'après, on a fait la boucle à Buenos Aires, et puis on est revenu à Bogota, et après on a été en Équateur, qui n'était pas forcément prévu. Voilà. D'accord. Dans vos souvenirs, qui sont José Luis et Soledad ? Racontez-nous. Alors, José Luis et Soledad, ce sont deux personnes qui... Voilà, exactement. Ce sont deux personnes qui vivent dans la communauté de Urubamba, donc à côté de la vallée sacrée, tout simplement, à côté d'un village qui s'appelle Chinchero. Alors, c'est quel pays, ça ? C'est au Pérou. C'est au Pérou, c'est au niveau de Cusco. Donc on y arrive soit par 1 heure d'avion depuis Lima, la capitale, soit par 20 heures de bus. C'est au choix. Mais voilà, donc on arrive dans ce petit village totalement isolé, au bord d'un lac qui s'appelle le lac Piuray. Et alors on rencontre José Luis et Soledad. On participe avec eux à toutes leurs activités quotidiennes.
Et il prépare pour nous, dès qu'on arrive, ce qu'on appelle la pachamanca. La pachamanca, c'est quoi? C'est une cuisson à l'étouffer sous la terre. Donc, que ce soit des légumes, de la viande, on recouvre tout ça d'une bonne couche d'herbe et d'une bâche par-dessus. On laisse quelques minutes, quelques temps. Et ensuite, on redécouvre tout ça et on mange sous forme de buffet. En fait, tout simplement, on mange tous ensemble à table dans le comedor, comme on l'appelle, donc le grand salon pour manger. Et c'est un moment magnifique en famille. Et est-ce qu'on dort chez eux? Oui, on dort chez eux dans des chambres qui sont très bien décorées. C'est magnifique l'expérience de dormir chez José Luis et Soledad. Il y a même des sanitaires tout à fait aux normes, une douche, voilà. Donc on œuvre bien sûr au confort et on veut, ça c'est un de nos critères primordiaux, on veut qu'il y ait du confort pour nos voyageurs. On privilégie toujours des petites structures hôtelières tenues par les habitants et quand on dort chez l'habitant, donc quelques nuits sur le séjour, c'est toujours encadré et c'est toujours accueillant et confortable. D'accord. On veille à la tête à tout que tout se passe bien en fait d'un bout à l'autre du voyage. On contrôle un petit peu ce qui se passe. La TES, effectivement, on va contrôler la capacité de chacune des agences de voyage à assurer cette sécurité-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va partir avec une agence de voyage qui est sous statut d'association ou de coopérative que ça ne va pas être des professionnels. Au contraire, ce sont tous des professionnels qui sont immatriculés chez Atout France, qui offrent certaines garanties en termes d'assurance, de sécurité et aussi de solidité financière. Mélanie, c'est quoi une SCOP ? Une SCOP, c'est une société coopérative. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée générale, un salarié égale une voix. D'accord. C'est notre statut au niveau de Terre des Andes, les Nouvelles Terres. Et on est 3 salariés, du coup, chez Terre des Andes. Donc, vous êtes une petite structure, ce qui permet d'avoir un contact assez rapide avec vous et dans tous les sens. Un aller-retour assez rapide. Tout à fait. Après, chacun sa spécialité au niveau des pays. C'est vrai que moi, je suis plus, comme vous l'aurez compris, sur tout ce qui est la zone andine. Oui. Et oui, tout à fait. Au niveau de la zone andine, j'ai aussi d'autres spécialités sur le Sri Lanka, sur Bali. On aura l'occasion d'en reparler par ailleurs, bien sûr, avec grand plaisir. Et mes collègues ont aussi Romain et Paul, ont aussi d'autres spécialités, eux, de leur côté, notamment au niveau de l'Amérique centrale. On leur passe le bonjour à Romain et Paul et on va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant, le monde à découvrir. On va parler un peu plus du Sri Lanka et de Bali. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec Coralie Merty, directrice de l'ATES, l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, et Mélanie Geneste, coordinatrice voyage à l'agence Terre des Andes, les Nouvelles Terres, et elle-même voyageuse qui nous fait part depuis 3/4 d'heure maintenant de ses plus beaux souvenirs de voyage. Coralie, une petite question. Quand les gens goûtent à ce type de voyage, est-ce qu'ils ont du mal à changer après ? Ah oui, absolument. On est addict un peu. Il y a une sorte d'effet de cliquer, en fait. Comme une fois qu'on a goûté à ce type de voyage, c'est très difficile de revenir sur des voyages un petit peu conventionnels. Ça paraît parfois un petit peu terne ou artificiel. Et donc, moi, j'encouragerais vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à oser ce type de voyage différent, puisque ça permet d'avoir un petit goût de l'aventure, mais tout en ayant cette sécurité et cette assurance que tout va bien se passer. Parce qu'il faut bien préciser, on l'a déjà dit, mais reprécisons-le, qu'il y a toujours un guide avec nous. On n'est jamais perdu au fin fond de la Pampa. Il y a toujours quelqu'un avec nous qui connaît parfaitement le coin. On ne se perd pas. Il sait comment faire, comment opérer s'il y a un problème. Il est vraiment là avec nous pour nous prendre en main de A à Z. Oui, absolument. On travaille toujours avec des guides locaux. Qui connaissent parfaitement la destination et qui sont en capacité d'ouvrir des portes et d'expliquer aussi ce qui se passe. C'est vrai que on a un petit peu cette image du voyageur baroudeur avec son sac à dos. Pas du tout. En se disant que ça va être plus authentique parce qu'on ne part pas en groupe, par exemple, ou qu'on ne part pas avec un opérateur. Mais en fait, on se rend bien compte que quand on fait ce type de voyage, c'est assez limité les contacts qu'on peut avoir, les contacts spontanés en tout cas qu'on peut avoir, surtout si on ne parle pas la même langue. Absolument. Alors que le fait d'être accompagné permet vraiment de préparer cet échange et d'ouvrir des portes et d'aller dans des endroits qu'on n'aurait jamais découverts par soi-même. Oui, tout seul, on se prive un peu du contact des autres, du pays d'accueil, parce qu'on n'a pas cette faculté à rentrer en contact avec eux aussi facilement que quand on a un guide. Quand on a un guide, toutes les portes s'ouvrent assez facilement. Et en plus, ils connaissent tous les bons endroits.
Ah oui, de restauration, de partout. Mélanie Jeunesse, vous êtes coordinatrice de voyage à l'agence Terre des Andes et les Nouvelles Terres. À un moment donné, avec le tourisme de masse, est-ce que parfois on se marche pas un peu sur les pieds? Je m'explique. Parfois, on peut se retrouver dans un endroit où il y a tous les gens qui viennent au même moment pour voir l'attrait touristique du coin. Et nous, on veut plutôt être dans une démarche hors des sentiers battus. Comment on fait pour voir quand même ça, sans se mélanger avec tout ce monde, cette foule de gens? Tout à fait. Alors exactement, c'est ce qu'on propose nous de notre côté. Coralie l'a très bien dit. Le guide, c'est réellement un pont entre les communautés locales et les habitants et les voyageurs. Et ce guide-là, c'est celui à qui on s'en remet également pour les visites des sites. Nous, on veut des visites assez intimistes finalement. On veut aller, alors c'est un peu paradoxal parce qu'on veut aller dans les sites très connus, mais on veut avoir notre visite un petit peu en VIP entre guillemets. C'est tout à fait possible quand on connaît parfaitement le terrain, comme c'est le cas pour nos guides. Effectivement, on sait à quelle heure y aller. On sait, on connaît tous ces rouages qui sont importants et surtout avec une excellente connaissance du terrain, tout simplement. Nous, on le fait aussi par ailleurs au niveau de nos voyages tests, tout ce qui est co-construction. On y va aussi. On reconnaît aussi des sites qui sont pas du tout connus, qui viennent, par exemple, je parle toujours des sites péruviens au niveau des sites Inca. Là, il y a des choses qui ont été découvertes récemment, que l'on a visité toujours en dehors des sentiers battus. On arrive toujours par le petit chemin que la plupart des guides et les autres groupes, de toute façon, n'ont pas forcément le temps et ne connaissent pas. Voilà, c'est très important d'avoir ces visites de sites. On parle notamment du Vinicunca, la fameuse montagne des 7 couleurs au Pérou. C'est magnifique. Dès que l'on regarde Voyage au Pérou, on tombe sur ces photos qui nous font rêver. Eh bien, nous, on connaît un chemin pour aller au Vinicunca, tout simplement. On sait à quelles heures y aller et on va éviter toute cette foule de touristes là-bas. Le carnaval de Barran, ça vaut le coup? Le carnaval de Barran, alors je n'en ai pas connaissance. Ah, j'avais noté ça quand on s'est parlé. Alors, Quilla, en Colombie. De Barranquilla. De Barranquilla, exactement, ouais. C'est le carnaval de Barranquilla. Je vais vous dire ce qui s'est passé sur mon ordinateur. Il y a eu un saut de ligne. Carnaval de Barran, juste après, c'est marqué Quilla, donc c'est ridicule. Donc le carnaval de Barranquilla, pardonnez-moi. Exactement. Bon, voilà, vous voyez, je suis 100% honnête, 100% transparente quand on ne connaît pas forcément. C'est très bien, c'était un piège. Voilà, c'est ça. Le carnaval de Barranquilla, bien sûr, il vaut le coup. C'est l'un des plus connus mondialement. Et comme je vous ai dit, c'est l'occasion de rencontrer les Colombiens et les Colombiennes. Et alors, grâce à vous, grâce à vos actions sur le terrain du tourisme équitable et solidaire, on arrive à contourner ce tourisme de masse en empruntant des moments ou des chemins sur lesquels ne va pas tout le monde. C'est ça, hein? Pour résumer. Tout à fait, c'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Vraiment, on veut une expérience authentique, on veut de l'immersion, des cours de cuisine auprès des habitants. C'est tout ça, c'est tout un ensemble qui fait que, oui, les voyageurs, comme on disait, ils reviennent nous voir pour d'autres destinations. Alors, bon, on a le cas des voyageurs qui ont été avec nous au Pérou, qui veulent partir, par exemple, en Asie du Sud-Est. Alors là, sur le Vietnam, sur Bali. Eh bien, écoutez, on a également ce type de rencontres. On l'a dans tous les pays que l'on propose. On va pas chercher à proposer le plus de pays possible, c'est pas le but, mais par contre, dans ce qu'on va faire, on va rechercher la qualité, les bons partenariats, les bons guides, et ça, c'est vraiment c'est la recette, c'est le secret du bonheur, c'est l'essentiel. Et le secret du bonheur aussi, Coralie, se développe aussi en France. Dans quelques régions de France, on peut venir financièrement en aide à des communautés qui ont besoin, comme par exemple dans la Pomme. Ah oui, alors tout à fait. Alors non, c'est important de dire que le tourisme équitable et solidaire, c'est pas seulement à l'international, et c'est pas seulement dans des pays du Sud, aussi des chez pays nous, en France. Voilà, absolument. Il y a une grande tradition en France déjà d'accueil à la ferme, d'habitants qui se regroupent pour accueillir dans certains quartiers et ça, c'est du tourisme de grandes villes. Solidaire. En tout cas, oui, c'est du tourisme qui partage les valeurs du tourisme équitable et solidaire, tout à fait, mais qui existe depuis très longtemps, qui est parfois un petit peu méconnu, mais qu'il faut mettre en avant. Et donc, on a aussi des labellisés qui accueillent en France. Donc, effectivement, alors pour l'histoire de la pomme. Ah oui, ça, il faut qu'on en parle de cette histoire de pomme. C'est tout simplement un de nos labellisés en Bretagne, qui est une agence qui s'appelle Kawan, qui est spécialisée dans les voyages
voyage à vélo en Bretagne. Très bien. Et eux, dans le cadre du fonds de développement, alors comme on est en France et qu'en France on a déjà des infrastructures, donc c'est un petit peu différent cette utilisation du fonds de développement de ce que peuvent en faire d'autres pays. Kawan soutient dans la petite commune dans laquelle ils sont implantés, l'Envallée, près de Dinan, des plantations de pommiers. Et autour de ces plantations de pommiers, ils organisent chaque année une sorte de petite fête avec tous les membres de la commune. Encore une fois, c'est vraiment une toute petite commune dans laquelle on va aller récolter les pommes, on va fabriquer du cidre, on va vendre le cidre. Enfin, c'est vraiment l'occasion pour la communauté locale aussi de se retrouver. Et les profits de cette vente vont aller au bénéfice du centre de loisirs de la commune pour que les enfants puissent faire eux aussi des sorties et eux aussi profiter de leur patrimoine local, que ce soit pas que les touristes. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret. En Bretagne. Voilà, en Bretagne, d'une manière dans d'autres régions de France aussi. Oui, tout à fait. Occitanie. Oui, par exemple. Alors en Occitanie, on va plutôt aller à la rencontre de bergers. À Marseille, on va aller visiter, passer du temps avec un marin-pêcheur artisanal pour comprendre, comment est la pêche, quelles sont aussi parfois les contraintes qui peuvent exister maintenant avec la raréfaction des ressources. Et donc, à chaque fois, c'est une expérience qui est vraiment hors du temps aussi, et ça peut être tout à fait en France et tout à fait près de chez nous, encore une fois parce que on peut se retrouver à pratiquer des activités qu'on n'aurait jamais pu pratiquer tout seul, qui sont complètement insolites. Mélanie Geneste, vous qui êtes coordinatrice du voyage à l'agence Terre des Andes, les Nouvelles Terres, donnez-nous, il nous reste 2 petites minutes avant la fin de l'émission, votre coup de cœur cette année et le voyage à faire cet été à ne pas manquer. Le conseil de la voyageuse. Mon coup de cœur, c'est la Colombie, sans aucun doute, sans aucune hésitation. La Colombie pour aller rencontrer les Colombiens, les Colombiennes. Côté Pacifique Alors, la Colombie côté Pacifique, parce que c'est une Colombie que l'on ne connaît pas, chez les Ambera, donc les communautés Ambera, qui fabriquent les fameux bracelets en perles. C'est vraiment des choses magnifiques et que l'on souhaite développer aussi au niveau de l'agence. Voilà, donc la Colombie en coup de cœur. Et pour cet été, eh bien, je vous redirai la Colombie, mais on a aussi le Sri Lanka que l'on veut aussi beaucoup développer et Bali qui fonctionne, comme je vous l'ai dit, beaucoup cette année. Mais vraiment, moi, mon gros coup de cœur, il est situé au niveau de la Colombie, sans aucun doute. Merci beaucoup, Mélanie Geneste. Coralie Marty, le mot de la fin est pour vous. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, je vous remercie. Oui, Coralie, vous vouliez, on va parler de votre site. Il y a toutes les informations et on peut pointer du doigt toutes les agences. On retrouve tout sur vous. Oui, absolument. Je voudrais inviter les auditeurs à se rendre sur notre site internet tourisme-équitable.org qui regroupe le catalogue de tous les séjours qui sont offerts par nos membres. Et donc, voilà, en allant là-dessus, ils pourront se rendre compte de la diversité des séjours et pourront aussi avoir plus d'informations sur les garanties qu'offre le label Tourisme Équitable. Est-ce qu'il y a une punchline pour le tourisme équitable ? Non ? Le tourisme équitable, on y croit, on y va. Pas mal. Tout à fait. On va la garder. Allez. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Le Monde à découvrir, la France à découvrir sur Sud Radio. Passez une bonne soirée. Salut. On va laisser tout ce temps pour nous exprimer. C'est une bonne émission. On a parlé de plein de voyages. On a envie de partir. C'est agréable. Merci beaucoup. Ah bah oui, au fait, Mélanie. Merci, Mélanie. Merci pour tout, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt et communiquez sur vos réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt.